Je t'en prie. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Donc, il en est de même pour tous les sondages. Il ne faut pas confondre l'indice de notoriété avec l'indice de satisfaction. Ce serait une grossière erreur. Alors, avant de parler peut-être du fait régional, parlons peut-être de ce qui a défrayé la chronique, évidemment. Et je veux parler des retraites, je vais en parler rapidement, mais ce qui se pose avec cette question des retraites, c'est bien une question de la répartition des richesses. Monsieur Perrin l'a dit tout à l'heure, l'économie se porte bien, le chômage baisse, et on nous explique que finalement on n'a plus d'argent pour financer les retraites et qu'il va falloir travailler plus longtemps. Alors, moi je vois l'économie florissante d'un côté, les retraites de l'autre, et que je me dis que si l'économie se porte bien, on doit aussi pouvoir trouver de l'argent pour financer les retraites. Et donc, qu'il n'est pas évidemment nécessaire de s'arc-bouter sur un âge pivot qui va énerver tout le monde, d'une part, et pas trop se faire d'illusions non plus sur la sanctification d'un point qui ne baisserait pas, sachant que tous les ans, c'est le Parlement qui votera la valeur de ce point et que ce qu'une majorité décide, une autre peut en décider autrement. Et je pourrais vous raconter, par exemple, les mésaventures de la loi Veil de 1995 qui veut que, normalement, quand l'État fait une exonération de cotisation sociale, cet État doit compenser sur son budget. Eh bien, cette année, il a été décidé qu'il n'y aurait pas de compensation et que donc la sécurité sociale sera en déficit l'année prochaine de 5,4 milliards et qu'évidemment, c'est autant d'argent qui n'ira pas aux retraites. Ce sont des choix politiques, ce ne sont pas forcément les miens. La deuxième chose, c'est évidemment le Brexit. Alors, j'ai bien entendu, on m'a parlé d'anglais, il me semblait que s'il y avait un Royaume-Uni avec des Britanniques. Et qu'évidemment, quand on a trouvé... Alors, je suis très content de voir qu'effectivement, nous sommes tous des démocrates et qu'effectivement, les Anglais demandent à sortir du Royaume-Uni, eh bien qu'ils en sortent. Mais que les Écossais, eux, ont dit qu'ils voulaient rester dans l'Union européenne et j'espère bien qu'ils y resteront. Et que donc, je forme le vœu, évidemment, que le peuple écossais, qui, la dernière fois, a voté à très peu de différence contre l'indépendance, eh bien, vote, évidemment, ait le droit de voter pour son indépendance. Et évidemment, comme j'ai soutenu les Catalans, je les soutiendrai. Et j'espère bien qu'un jour, les Bretons se découvriront aussi que finalement, ils ont à s'occuper de leurs propres affaires et que la situation qui est celle d'aujourd'hui n'est évidemment pas satisfaisante. Et que le fédéralisme, c'est évidemment l'avenir de l'Europe. Car, ne nous y trompons pas, on peut refuser le monde tel qu'il est, mais le monde nous rattrapera toujours. Or, les grands États qui demain feront la pluie et le beau temps dans le monde, ce sont des États-continents. Alors, soit on peut effectivement estimer que nous devons rester dans notre précaré, que surtout, il ne faut pas voir les autres, mais les autres, de toute façon, ne nous attendront pas, et ils viendront nous chercher chez nous. Donc, effectivement, nous avons besoin certainement de plus de subsidiarité au niveau local, mais aussi de trouver des coopérations, et ça me paraît être le fédéralisme au niveau européen. Car, si nous voulons peser dans le monde de demain, ce sera avec l'Europe, parce que nos petits États, nations, qui ont été des grandes puissances dans le monde, c'était il y a un certain temps. Et si vous en doutez, eh bien, rappelez-vous ce qui s'est passé à l'affaire de Suez en 1956. Et vous verrez franchement que les Franco-Britanniques, à ce moment-là, ne sont plus les grandes puissances mondiales. Nous sommes bien longtemps après et qu'il faudra bien en tirer tôt ou tard les conséquences. Donc, cela me paraît important parce que quelque part, c'est demain et c'est l'avenir, non pas du nôtre, parce que cette fois-ci, je crois que nous, c'est bâclé, mais c'est l'avenir de nos enfants. C'est l'avenir de nos enfants. Alors, sur le N tilde, je répondrai, Monsieur le Président, que si vous n'avez guère d'influence, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Je me souviens avoir écrit une lettre à Madame Belloubet signée par, à peu près 25 ou 30 députés bretons qui lui disaient qu'il fallait peut-être faire quelque chose et changer cette circulaire qui faisait qu'on n'avait pas le droit d'utiliser les signes diacritiques des langues régionales en France. Ce qui prouve bien d'ailleurs, quelque part, le mépris que l'on donne vis-à-vis des peuples qui composent cet État français et de leur langue. Eh bien, nous n'avons pas reçu de réponse depuis 2 ans et demi. Donc, visiblement, la représentation nationale des députés n'est pas plus entendue que les autres. Ça pose un problème de démocratie. Alors, revenons peut-être aux faits régionaux. Parce que celui-là, c'est
ceux qui occupent effectivement nos concitoyens, qui attendent des choses concrètes dans leur vie courante, et c'est ce pourquoi cette Assemblée, finalement, travaille. Et c'est l'important, évidemment. Alors la COP25 vient de faire un flop. Face à l'acuité des enjeux climatiques mondiaux et des désordres humains qu'ils provoquent, les États viennent de privilégier le statu quo à l'action. Quel contraste avec le volontarisme et avec notre volontarisme, avec un certain nombre de régions qui s'engagent. Par exemple, les territoires qui sont autonomes au niveau de leur production d'énergie. On a quand même là quelque chose, on voit bien que les États ont du mal à avancer quand, sur le terrain, ça avance. En région Bretagne, par exemple, notre double processus, RISCOP, Stradet, vient il y a quelques jours d'officialiser des avancées importantes, concrètes en matière d'énergie, de climat, de gestion du foncier, d'alimentation, de transport, d'information et de personnes. Alors, il faut rester réaliste, bien sûr. Ces réalisations ou ces avancées sont encore modestes. Pour autant, la stratégie initiée par notre président, Loïc, a permis de provoquer des centaines d'engagements concrets, des collectivités, d'associations, de citoyens. Nous avons démontré que le fait régional est un bon levier pour faire bouger les lignes en mobilisant les acteurs pour concilier environnement, développement social, développement économique et aménagement du territoire. Les programmes municipaux qui s'esquissent dans nos communes, petites ou grandes, en attestent. Le volontarisme local, le fait régional, sont des moteurs des transitions quand les États peinent à bouger et à concerter. Le fait régional, lorsqu'il est ancré dans les esprits, conduit au discernement, un gage de responsabilité, de lucidité politique. Bien sûr, quand on regarde l'Écosse, aujourd'hui, vu de Paris, c'est une région. Mais l'Écosse nous démontre autre chose. Quand un échelon infra-étatique a forte conscience de sa singularité et qu'il est dans le même temps conduit par une politique teintée de bon sens au service du peuple, cet échelon évite de tomber dans le populisme façon Brexit parce qu'il montre un futur qui, sans être radieux, est un futur où les choses s'amélioreront. Quand on voit la politique qui est conduite par l'Écosse, en particulier au niveau de la santé, évidemment, il y a une différence essentielle avec ce qui est fait par les conservateurs, par exemple en Angleterre. Parce que le Scottish National Party essaye évidemment de garder les services publics, de défendre ce qui fait les services publics, de ce qui est fait la cohésion sociale. Donc, affirmer sa singularité, construire des politiques publiques en dialogue avec les citoyens et les organisations intermédiaires, ce sont deux ingrédients du fait régional breton. Alors pourtant, ce fait régional est aujourd'hui contesté par l'État en France. La session d'orientation budgétaire que nous vivons aujourd'hui est sur ce point de vue significative. C'est la première fois que nous nous préparons à voter un budget régional qui baisse du fait d'une recentralisation. Recentralisation par l'État, en l'occurrence, le sujet de l'apprentissage. Voilà un signe de défiance de l'appareil central, alors que nos dispositifs permettaient régulation, aménagement du territoire, concertation avec les branches. Peut-être que dans certaines régions, cela fonctionnait moins bien que chez nous. Je ne sais pas. Mais si c'est le cas, notre discours sur la différenciation est alors justifié. Car les Bretons seraient victimes de soucis dont ils ne sont pas responsables. Et ce n'est pas fini. La menace d'une recentralisation d'une partie des fonds européens agricoles est de plus en plus pressante, alors que la régionalisation nous avait permis de financer près de 5000 exploitations agricoles sur des projets de MAEC ou de bio, en tenant compte de l'actualité de chaque filière bretonne. Nous risquons de retomber dans un système où les choix et les réalités de la Bretagne ne seraient plus pris en compte. Disons-le haut et fort, c'est au contraire toute la PAC qui devrait être régionalisée pour allier transition concertée, efficacité et justice territoriale, sans quoi il est à craindre que la Beauce se frotte les mains et que l'État, qui n'a été guère présent à la COP25, soit nettement en retrait par rapport à la région sur les enjeux de transition dans les exploitations agricoles. Un mot pour dire que les amendements du groupe droite et centre sur cette session interrogent également sur ce qu'est le fait régional. Nous sommes évidemment en phase sur la pointe bretonne et des 3 heures comme horizon. Mais les deux autres amendements pris ensemble pourraient laisser croire que la mission du Conseil régional de Bretagne est de s'occuper finalement du centre Bretagne, mais pas de tout ce qui fait la Bretagne. Pour en avoir parlé un peu,
Rennes fait aussi la Bretagne. Et c'est cette complémentarité qui est nécessaire entre la Bretagne centrale, les métropoles, évidemment pas pour que les métropoles écrasent tout le reste, mais c'est ça le rôle de la région, c'est d'avoir un équilibre, et un équilibre qui fait que parfois, il faut aider effectivement les métropoles, tout en gardant une politique qui est une politique de décentralisation et une politique qui consiste à aider plus certains territoires, comme par exemple la politique de cohésion territoriale que nous avons au niveau des pays et au niveau des fonds ronds. Alors pour que le fait régional à la Bretonne perdure, il faut faire participer d'un même mouvement toutes les communes, les petites comme les grandes. Alors il m'arrive de dire que certains projets, par exemple à Pleuhermel, pourraient être mieux soutenus ou plus vite. Ce n'est pas pour autant qu'il faut jalouser tous les projets, dont certains sont bien utiles dans les grandes villes. Donc, ni angélisme, ni aigreur. Essayons de marcher ensemble, c'est d'ailleurs ce qui fait notre singularité. Et quand on en parle à Paris, dans les ministères, effectivement, ils nous disent souvent « Ah, vous les Bretons, quelles que soient vos orientations politiques, vous êtes capables de vous mettre d'accord pour proposer quelque chose et aller de l'avant. » C'est bien parfois ce qui les embête, mais c'est bien ce qui fait aussi notre relative efficacité, même dans un système très centralisé. Revenons à l'attitude recentralisative de l'État. J'ai évoqué les coûts portés au fait régional sur l'apprentissage. J'ai évoqué sur ce discours les combats, et pas forcément perdus, de la PAC. Nous soutenons totalement votre demande, Monsieur le Président, d'une PAC qui soit totalement régionalisée. Je crois qu'elle est très importante et qu'il nous permettra de faire cette transition agricole dont nous sommes finalement région globalement du nord-ouest de la France, nous sommes les plus à même de faire cette transition parce que notre modèle, qui est un modèle à la fois productif, qui permet de nourrir les grandes villes, qui permet d'aller de l'avant, ce modèle, il est effectivement à changer en partie, mais tout en gardant des fondamentaux. Car la question, elle est bien comment nous nourrirons les grandes villes demain. Et ça, c'est particulièrement important. Alors, nous devons continuer à porter haut et fort la volonté de gagner de nouvelles compétences et donc de nouveaux moyens pour les politiques culturelles, les politiques linguistiques. Pour la culture, les travaux parlementaires qui montrent par exemple une concentration des budgets, 66 à 72% du budget du ministère de la Culture est dépensé dans la région parisienne. Alors, quand on nous parle d'égalité à la française, évidemment, ça m'amuse quelque peu. Il semblerait que certains soient plus égaux que d'autres, et que finalement, plus on affirme un principe, et moins finalement, on le met en place dans la réalité. Alors, dans les politiques linguistiques, on en est effectivement au même point. Notre collègue Marc Le Fur en a parlé tout à l'heure. Effectivement, là encore, ce n'est pas faute d'avoir interpellé le ministère, par exemple, sur la réforme du bac, avec les réponses qui sont toujours les mêmes. Quelque chose même qui est choquant. Aujourd'hui, quand on prend une langue ancienne, eh bien, au bac, c'est multiplié par 3 et on peut l'apprendre en option supplémentaire. Mais lorsqu'on l'a demandé pour les langues régionales, et Monsieur le Président, vous l'avez demandé, avec votre collègue Carole Delga, la réponse du ministère est toujours la même. Avec même, dernièrement, on m'a dit qu'on m'avait déjà expliqué. On m'a déjà expliqué les choses. Non, je suis peut-être un peu bête, mais il y a des choses que je comprends bien. C'est pas que j'ai pas compris, c'est que je ne suis pas d'accord avec ce type de politique qui consiste à mettre les langues sur un piédestal certaines et les autres les mettre en infériorité. Je ne hiérarchise ni les hommes, ni les langues, ni les cultures. Que les choses soient claires. Et visiblement, l'administration française aurait bien des efforts à faire de ce côté-là. Donc en conclusion, la région, c'est la collectivité qui défend les Bretons. Et c'est pour ça qu'ils y sont attachés. Et si nous n'avions pas cette région, comme certains qui nous disent que finalement il suffirait de supprimer la région, quelle serait la voix de la Bretagne, quelle serait la voix des Bretons? Eh bien, je vous incite, mes chers collègues, à y penser. Mais il est fort probable que notre voix serait encore moins entendue. À nous, bien sûr, de porter le combat au niveau politique pour que nous soyons entendus. Je vous remercie.